lâché 20 ans avant, c'est très 30 ans compréhensible avant. à la fin de la guerre froide, bien sûr. Tout simplement parce que Mobutu était important pour eux en tant que bouclier pour la guerre froide contre l'Union soviétique en Afrique. Mais remarquez qu'en 88, lorsque le mur de Berlin est tombé, 2 ans après, ils ont pris la décision de le lâcher. On ne va pas refaire l'histoire, mais je vais quand même relever quelques points essentiels dans les processus dans cette crise dans la région des Grands Lacs. Vous dites dans votre livre, il y a des multinationales qui sont derrière cette déstabilisation de la région des Grands Lacs. Est-ce que ce sont les États ou bien ce sont des sociétés privées qui déstabilisent la région des Grands Lacs? Et si vous avez cité quelques sociétés, je ne veux pas y revenir, mais est-ce que vous avez de preuves que des multinationales occidentales, notamment américaines, canadiennes et françaises, sont derrière ces guerres dans la région des Grands Lacs? Mais lisez le livre. Ces multinationales, multinationales étaient à Goma. C'est elles qui étaient à Goma. Vous avez suivi, ça ce n'est pas un secret, lorsque Laurent Désiré Kabila a signé les accords en tant que chef rebelle à Lubumbashi avec les multinationales américains pour prendre les mines de Tenke-Fungurume et de Kalemi. Mais c'était public. Avec les 200 millions de dollars que avec vous les avancez 200 millions de dollars et tout. Donc c'était public. Ce ne sont pas des preuves à donner. Les preuves sont là. Je place simplement les faits dans la logique de l'histoire pour que le peuple congolais comprenne et que la communauté internationale comprenne que la guerre qui a eu lieu, c'est une guerre qui a été initiée, pensée, planifiée à partir de Washington en passant par Kampala et Kigali. Depuis 1998, il y a une nouvelle guerre, il y a une nouvelle déstabilisation. Kabila Père est mort en 2001, en fait en 2001 au mois de janvier. Il y a son fils qui est au pouvoir maintenant. Apparemment, la situation semble se calmer. Se calmer? Mais semble se calmer parce que la guerre est terminée à l'Est. Sauf quelques escarmouches qui, de temps en temps... J'aimerais vraiment partager justement, je vais vous poser la question. Qui est-ce qui explique que vous, dans votre livre, vous dites rien n'est fait, à tout moment, les Congos peuvent être divisés? Mais là, je m'excuse. Parce qu'il y a des nouvelles élections qui ne peuvent pas être divisées. Le Congo est déjà divisé, mon cher ami. Au moment où nous parlons. Mais il n'y a qu'un président, il n'y a qu'un gouvernement qui dirige aujourd'hui, en fait, qui est à la tête du Congo. Est-ce que ce président dirige tout le Congo? Vous voyez un chef d'État, quand il veut aller à Kisangani en visite, il désarme son armée propre des Congolais pour amener les Tanzaniens, le protéger, et vous appelez ça être chef d'État et gouverner un pays? Est-ce aujourd'hui un chef d'État qui, quand il voit que le pays est attaqué, du Rwanda, envahi, il envoie 10 000 hommes, et ces 10 000 hommes sont attaqués par ce qu'on appelle l'armée nationale congolaise, qui empêche que l'armée congolaise s'oppose à l'invasion étrangère? De quelle armée nous pouvons parler? Mais il y a des perspectives des élections qui sont prévues. Oui, mais écoutez-moi bien. Les élections, il ne faut pas qu'on drogue le peuple congolais avec élection. Moi, je suis pour les élections. Mais l'élection en soi n'est pas une solution. L'élection ne peut être une solution que lorsqu'elle est faite dans de bonnes conditions pour apporter des solutions aux problèmes actuels. Mais si les élections, on veut simplement dire aux Congolais élections, nous avons vu le cas en Angola. Il faut que l'histoire nous apprenne quelque chose. Lorsqu'on a voulu imposer des élections dans n'importe quelles conditions entre le MPLA et l'UNITA en Angola, mais on a connu une implosion de violence beaucoup plus qu'avant. Il ne faut pas qu'on amène notre pays tout simplement dans la logique élection, parce que si nous voulons parler même élection aujourd'hui, c'est beau. On dit, on fait élection, on parle aujourd'hui du recensement pour les électeurs, mais on n'a même pas une carte d'identité pour un pays où le problème de la nationalité se pose. Alors je pose une question, on va recenser qui? Sur base de quels critères on saura que celui-ci est congolais ou pas congolais? Alors, parce que tout Congolais aujourd'hui n'a comme pièce d'identité que l'attestation de perte des pièces. Justement, je crois que vous le savez. Je le sais bien sûr. Parlons-en de votre cheval de bataille, c'est les Tutsis. Vous dites, aujourd'hui, l'ennemi numéro 1 des Congolais, c'est cette grande communauté Tutsi qui veulent constituer un royaume dans cette région des Grands Lacs pour dominer, pour exploiter. Et le Congo est miné de l'intérieur par les Tutsis. Mais est-ce que vous n'êtes pas en train de susciter
un racisme contre ce peuple Tutsi qui vous qualifierait d'hégémonique, etc. Alors qu'ils font partie de la région, ils sont appelés aussi à vivre dans cette région d'Afrique. Non, je crois que là, la xénophobie, c'est une myopie intellectuelle. Oui. Moi, je suis un intellectuel. Oui. Je ne peux pas appeler à la xénophobie. Dans mon livre, je reviens des dizaines de fois pour dire aux Congolais, ne retombons pas dans la bassesse de la xénophobie. Est-ce que nous sommes un grand pays. Ou il y a une partie des Tutsis? Mais vous m'avez posé une question, Je vous en laissez-moi prie. le développer au moins. Allez-y, allez-y. Vous avez parlé des Tutsis. Moi, dans mon livre, je ne parle à aucun moment des Tutsis Oui. comme étant un danger. Je parle de Kagame avec ses acolytes et des puissances qui sont derrière pour qui veulent balkaniser notre pays et annexer l'Est de la République démocratique du Congo. Nous sommes un grand pays. Demain, nous savons aujourd'hui d'abord que le Rwanda souffre d'un problème de la démographie trop galopante. 327 habitants par kilomètre carré, c'est la démographie la plus forte au monde aujourd'hui. Ce que demain, ils demandent à venir habiter chez nous, nous pouvons l'accepter, mais que cela se fasse dans la procédure normale du droit. Mais pas qu'on utilise la violence pour arracher notre pays et l'annexer au Rwanda. C'est ça que je dénonce. Et aujourd'hui, qu'est-ce que je dénonce dans la transition actuelle? C'est l'infiltration, c'est l'instrumentalisation de cette transition. Cette transition aujourd'hui, Kagame, au niveau militaire de l'armée, tout le RCD, c'est l'émanation du Rwanda. Vous ne pouvez pas me citer le nom d'un Congolais qui a créé le RCD. C'est Kagame qui a décidé la création de la rébellion de RCD après l'échec de l'attaque de 2 août 1998, lorsque Laurent Désiré Kabila a décidé que les Rwandais quittent la République démocratique du Congo. Et là, je reviens pour vous montrer quelques faits importants. Lorsque Laurent Désiré Kabila a décidé de rompre avec le Rwanda, qui était le chef d'état-major des forces armées congolaises? C'était James Kabarebe. En fait, non, mais c'est important ce que je veux dire. Oui. James Kabarebe a fui, il a quitté Kinshasa quand on a pris la décision. Mais le lendemain, quand il a quitté Kinshasa, on a vu qu'il y a un certain nombre de gens qui sont partis avec lui, dont Bizi Makara et Rouberoi, qui étaient aux affaires étrangères. Si eux étaient des Congolais, James Kabarebe est parti parce qu'il était rwandais. Pourquoi ont-ils fui avec lui jusqu'au Rwanda? C'est pour dire... Vous avez également dit dans ces livres que Rouberoi, c'était un agent de Kagame qui a la tête... Je ne le dis pas simplement, je le démontre. Oui. Je le démontre par les documents, les correspondances qu'il a, par exemple, des chefs coutumiers rwandais. La création frauduleuse du territoire de Minembwe. Oui, mais lui-même dit que ses parents, ses grands-parents habitent cette région. Vous avez démenti d'ailleurs au cours d'une conférence de presse à Paris, en réponse justement à cette affirmation que il est capable de prouver que ses grands-parents ont habité cette région et ont été J'aimerais bien. Voilà, depuis bien longtemps. Et en tant qu'avocat, il s'est réservé le droit de vous poursuivre. Mais j'aimerais bien qu'il le fasse. Je l'attends avec joie. Voilà. Mais il vous suit. Voilà. Moi, je vais simplement lui dire, devant tous les Congolais, devant la communauté internationale, 5 minutes, que je lui dise quelque chose. Moi, ce n'est pas à moi de prouver que les Banyamulenge étaient chez nous depuis 1800. Mais moi, j'ai fait une enquête. Et je renvoie Rouberoi au même schéma. Nous avons été colonisés par les Belges. Les Belges ont des archives. Moi, je suis allé à la source pour fouiller les archives. J'ai fouillé les archives coloniales depuis l'État indépendant du Congo. Nulle part j'ai vu le nom Banyamulenge. 2. J'ai fouillé les archives du musée royal de Belgique. Là, j'ai trouvé l'encyclopédie 3 tomes, l'encyclopédie du Congo belge. Dans cette encyclopédie, le premier tome de l'encyclopédie, au premier chapitre, on a recensé toutes les ethnies du Congo belge et du Congo indépendant. Sauf le Banyamulenge. Et là, non plus, il n'y a pas de Banyamulenge. Très bien, mais il faut qu'on avance. Oui, mais vous avez posé une question, c'est une question importante. Allez-y, mais très rapidement, parce qu'on a d'autres points sur lesquels je vais simplement dire ceci, que le vocable Banyamulenge, ce vocable Banyamulenge, ce n'est pas un vocable congolais.
Parce que chez nous, toutes les ethnies ne portent jamais le nom du lieu, mais portent le nom de la langue. Moi, je suis de la tribu Ngbandi, on m'appelle Ngbandi parce que je parle Ngbandi. Un Mongo parle le Kimongo. Un Mokongo parle le Kikongo. Un Moulouba parle le Moulouba. On ne dit pas qu'il est de Kananga ou de ceci. Il est Moulouba parce qu'il parle le Chilouba. Si vous allez dans la région de l'Est, vous verrez que les Nandé parlent le Kinandé, les Barega parlent le Rega, sauf les Banyamulenge. Parce que chez nous, les peuples ne portaient pas le nom des lieux parce que nous étions des peuples semi-nomades. On ne portait pas le nom des lieux, mais le nom de la langue. Alors c'est à Roubaix-Roi de prouver aux Congolais que les Banyamulenge ont existé chez nous depuis 1800, comme il le dit. Je pense que maintenant que vous l'avez dit, il va pouvoir le dire. Revenons quand même à vous, Honoré Ngwanda. Vous êtes aujourd'hui l'homme qui est à la fois redouté par beaucoup des Congolais de l'Est, notamment les rondophones, parce qu'ils vous traitent d'un extrémiste, l'homme qui attise le feu, etc. Et que vous admirez par rapport à votre pertinence aux choses que vous avancez par rapport à la situation de votre pays. Si le Congo est aujourd'hui entre les griffes du Rwanda, quelles sont les 5 mesures, alors très brièvement, les 5 mesures que vous proposez pour sortir ces pays des griffes des Rwandais qui vous traitez des loups qui sont à la recherche des richesses du Congo et même de son territoire? Vous parlez des 5 mesures comme si vous les connaissiez, mais moi je vais vous parler des miens. Voilà, je parle les faits pour moi, pour sortir le Congo. Parce que le vrai problème aujourd'hui, c'est que le Congo est sous les griffes du Rwanda, de l'Ouganda et de la communauté internationale. Que faire? La première chose, c'est qu'il faut poser le vrai problème. Avons-nous un vrai gouvernement qui peut aujourd'hui résoudre le problème? Vous voulez venir au gouvernement alors? Vous voulez participer Le problème n'est pas de participer. Quel gouvernement? Je ne peux pas. J'ai été sollicité plusieurs fois pour participer à ce gouvernement. Mais je ne l'ai jamais voulu. Alors, donc, depuis Kabila père, que j'ai été sollicité, ce n'est pas le pouvoir qui m'intéresse. C'est d'abord un pays libre, autonome et digne. Donc, il faut un gouvernement réellement congolais. Pas un gouvernement où à l'espace présidentiel ou au niveau des institutions, au Parlement, il y a des Rwandais qui bloquent le processus de la transition du dedans. Il faut une armée réellement nationale, une armée républicaine, c'est-à-dire une armée qui puisse être en mesure de protéger l'intégrité territoriale. Parce que la volonté manifeste de Kagame d'occuper par la force l'est de la République du Zaïre demeure. Parce que Kagame sait que le moment où, au Congo, il y aura la paix et l'intégrité, cela sonnera le glas pour son pouvoir. Troisième point. Troisième point, il faut en ce moment pouvoir fixer les conditions des limites, c'est-à-dire résoudre le problème de la nationalité à l'est du pays particulièrement où le problème se pose. Il faut qu'on résolve définitivement ce problème, sinon nous serons toujours la poubelle du Rwanda lorsqu'il y a des problèmes. Non, je m'arrête là, je n'ai pas 5 mesures. Alors, très bien. Et j'ai dit qu'à partir de cela, nous pouvons alors réellement résoudre nos problèmes endogènes, internes, pour mettre les conditions d'une démocratie valable pour la Deuxième République. Vous connaissez autant de secrets, Honoré Ngwanda. Si vous êtes dans les secrets des dieux, si vous savez un peu tout ce qui se trame sur le Congo, pourquoi vous ne vous mettez pas au service de votre pays? Pourquoi vous ne proposerez pas à Joseph Kabila de lui apporter tous ces savoir-faire que vous avez? Mais qu'est-ce que je fais maintenant? Mais là, vous êtes sur la place internationale. Vous parlez depuis Paris. Vous êtes effectivement suivi dans le monde entier. Oui. Vous êtes à Paris. Pourquoi vous n'allez pas vous installer à Kinshasa aux côtés de Kabila pour travailler avec lui, par exemple? Moi, je ne peux pas le faire pour une simple raison. Que ce gouvernement, justement, de Kabila est un gouvernement piégé. Et c'est un gouvernement où les Rwandais sont dedans. C'est un gouvernement qui est téléguidé de Kigali. Les documents que je sors sont là. Donc, je ne peux pas, moi, m'inscrire dans la logique des gens qui, volontairement ou involontairement, se rendent complices de l'ennemi qui occupe aujourd'hui mon pays. Alors quand on dit Honoré Ngwanda roule pour les anciens mobutistes qui souhaiteraient venir au pouvoir, il veut les amener avec eux, les anciens militaires, les anciens unitaires, et tout le monde crie au loup. Non, vous savez... Info ou intox? Non, je crois que c'est l'ignorance. Peut-être d'autres le font par intox parce qu'ils veulent
que la situation actuelle continue, mais je ne crois pas que c'est par ignorance. Au moment où nous parlons, pour la situation de notre pays, si les Congolais veulent réellement que nous sortions de là, il n'y a pas de Mobutistes, il n'y a pas de Kabylistes, il n'y a pas de Tshisekédistes, il n'y a pas de X ou Y. Il y a le problème des patriotes congolais qui doivent prendre conscience qu'actuellement, nous risquons de perdre définitivement le pays. Et si nous voulons tant soit peu garder la souveraineté de notre pays, nous devons dépasser les petites divisions internes et nous mettre ensemble. Dernière question, Voilà. Honoré Ngwanda. Vous êtes en France, pour qui vous roulez finalement? Je roule pour le Congo. Ça, il ne faut pas me poser la question. Je roule pour mon pays et pour mon peuple. Je n'ai personne derrière moi. Et parce que les Africains ont ce complexe de croire que pour parler, il faut qu'on vous porte comme un bébé. Moi, j'ai dépassé ce stade. Je crois qu'après, j'ai vu les erreurs que nous avons commises quand nous étions au pouvoir, que les erreurs que Mobutu a commises. Et ce n'est pas qu'à cause... Vous avez présenté votre mea culpa dans ces livres, vous avez demandé pardon à tout le monde. Ce n'est pas un pardon que je demande à tout le monde, c'est la reconnaissance des erreurs que nous avons commises et que je pense qu'aujourd'hui, nous pouvons rebondir sur ces erreurs pour notre pays. Ce n'est pas aujourd'hui de rouler pour la France. Ce que je dénonce justement, c'est que les Africains, les Congolais, se mettent chaque fois à la disposition des puissances pour pouvoir avoir le pouvoir au pays et faire servir plus de puissance que le peuple congolais. Vous êtes un homme riche, Honoré Ngwanda. Oh, si je l'étais, vous le sauriez. Vous vivez de quoi aujourd'hui? Depuis mes activités. Presque 8 ans, vous travaillez. Oui, mais j'ai vu de mes activités. Je suis un homme, j'ai étudié, j'ai fait des affaires. Ça, c'est normal, c'est la moindre des choses. Vous pouvez revenir au Congo facilement, sans être inquiété. Mais je dois revenir au Congo, c'est mon pays et je me bats pour... Aujourd'hui, je peux revenir au Congo, je ne suis pas interdit de séjour au Congo. Toutes les autorités les plus élevées me l'ont fait connaître. Je le sais, je peux revenir au Congo. Mais je dis, je reviens pour faire quoi? Si c'est pour faire la même chose que ce qui se fait maintenant, c'est-à-dire permettre aux Rwandais de se promener quand ils veulent dans mon pays, de sortir quand ils veulent, ça je dis non. Mais si c'est pour revenir, pour que tous les patriotes, on se mette ensemble pour récupérer notre pays qui est aujourd'hui occupé, je suis d'accord. Merci Honoré Ngwanda. En tout cas, c'était un entretien qui sera suivi avec beaucoup d'attention. On vous remercie en tout cas de nous avoir suivis et on espère que vous avez trouvé quelques éléments par rapport à la résolution, peut-être, de la crise qui prévaut dans la région des Grands Lacs. À très bientôt.